Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une seconde vidéo sur installer une app. Donc ici on a vu dans la dernière vidéo comment installer l'app sur l'émulateur et que ça marche. On va maintenant voir comment développer. Donc la première chose que vous avez à faire, c'est de télécharger un IDE. Donc un IDE, qu'est-ce que c'est? C'est un environnement en fait qui va vous permettre de développer plus facilement le code. Donc moi je peux vous conseiller Visual Studio Code qui a l'avantage d'être gratuit, mais d'autres IDE existent également, comme par exemple Atom ou WebStorm de JetBrains par exemple. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le site de Visual Studio Code, le télécharger, et donc une fois que vous l'avez téléchargé, ce que vous allez faire, c'est vous allez tout simplement le lancer. Donc moi il est déjà lancé, et vous allez ouvrir le folder PokéApp. Donc une fois que cela est fait, vous avez notamment arrivé ici. Donc ici je peux voir que je suis bien dans le folder PokéApp, puisque ici c'est PokéApp, et il y a bien tous les files que je retrouve dans mon folder ici. Et donc en fait l'IDE c'est un moyen de coder plus facilement, puisque vous avez par exemple la structure en arborescence ici, vous pouvez voir tous les files ici, et en fait vous pouvez voir qu'ils sont interconnectés. Donc par exemple, imaginons que je passe dans l'index.js, lorsque j'appuie sur CTRL et que je clique sur App, en fait il va directement connecter avec le fichier app, puisque le fichier index.js, ici il importe l'app du fichier app, et ça me permet par exemple de jumper directement ici. Et idem par exemple ici, bon il n'utilise rien, mais je pourrais jumper vers d'autres applications. Donc ici il ouvre carrément un fichier dans le node module, etc. Donc c'est vraiment très très pratique, et je vous encourage vraiment à utiliser un IDE pour développer. Autrement c'est juste impossible. Donc voilà. Ici donc j'ai déjà un peu configuré mon IDE. J'ai par exemple mis un thème. Donc pour ceux qui se demandent, vous pouvez juste directement aller sur VS Code thème ici, et vous pouvez choisir parmi les thèmes que vous préférez. Donc c'est important de choisir un thème avec lequel vous aimez bien coder. Donc il y en a, ils préfèrent Dark, d'autres Light. Donc pour info, moi j'ai choisi celui-là, ou un Dark Pro qui est celui d'Atom. Donc voilà, une fois que vous êtes là, une des premières choses qui consiste à faire, c'est je vais vous montrer notamment tout ce qui va concerner les extensions. Donc c'est important d'installer des extensions sur votre IDE, notamment ça vous permettra de coder plus facilement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple installer des extensions comme par exemple JavaScript. Donc celle-ci, vous pouvez l'installer. En fait ça va vous permettre de coder plus facilement en JavaScript. Donc voilà. Donc un autre désavantage également, c'est qu'on peut utiliser un terminal directement ici. Donc lorsque j'appuie sur terminal ici, j'arrive ici. Et donc il va me l'ouvrir en fait directement à PokéApp, donc là où je suis direct. Et je peux tout à fait faire comme tout à l'heure, React Native. Donc je vais faire Start ici. Ensuite. Oui, étant donné que j'alterne entre des clavier QWERTY et AZERTY, de temps à autre je vais appuyer sur A à la place de Q, etc. Pareil pour tout ce qui est la tabulation, les symboles, les points, étant donné que ils sont inversés sur les deux claviers, c'est pour ça que de temps en temps je vais pas réussir à bien taper. Donc je m'excuse pour ça par avance. Donc voilà. Ici par exemple on va retrouver ici, et donc on va tout coder direct. Donc sans plus tarder, je vais vous parler un peu de la structure des fichiers. Donc on va retrouver un fichier test. Donc les tests en fait c'est pour tester l'application, c'est pour tester que nos fonctions, nos modules fonctionnent bien. Donc pour l'instant on va pas faire des tests, ce sera pour plus tard. Ici on va retrouver un folder Android donc, qui concerne divers dossiers. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de ça, et idem pour le fichier iOS qui va concerner les fichiers liés à l'iOS, mais on va pas coder en fait directement là-dessus. C'est pour le code, lorsqu'il va par exemple transpiler l'application, il va convertir les fichiers JavaScript directement en Android à iOS, et donc il va directement les exécuter. Ici le node module, donc un folder très important, mais dont vous n'aurez pas besoin de rentrer dedans. Il est très très gros, puisqu'en fait il contient tous les packages qui ont été installés. Donc ces packages qui ont été installés, en fait, vous pouvez les retrouver dans le package.json, qui
qui va résumer diverses caractéristiques de l'application, donc par exemple son nom, la version, etc. Et en fait, ici, dans les Dev Dependencies, vous pouvez voir tous les packages que l'app a besoin pour fonctionner. Donc, par exemple, elle a besoin de React Native, etc. Donc en fait, le package.json, c'est un peu ce qui permet de résumer votre application, notamment lorsque vous voulez l'envoyer à quelqu'un. Parce que, en fait, imaginez, vous avez plein de packages ici, donc ça prend énormément de place, vous avez le nom de version, etc. Et c'est l'idée en fait de répertorier tous les packages, et lorsque vous allez faire par exemple npm install, il va directement en fait prendre ce package.json et installer toutes les dépendances. Donc il va installer React, il va installer React Native, et oui, il va les installer dans ce folder node-module. Donc là par exemple, je vais retrouver Babel que je vois ici, je vais retrouver les types que je vois ici, etc. Et donc si j'ai envie d'installer une nouvelle librairie, donc dans mon cas par exemple, j'ai installé j'ai screenshot mon écran, je vais installer les librairies Moments et je vais dire de la save ici. Donc là ce qu'il va faire, c'est il va la télécharger en fait, et normalement si tout s'est bien exécuté, là étant donné que j'ai dit save, il devrait en fait l'installer et la mettre ici dans le fichier des dependencies. Donc je vais pas préciser le nom de la version, donc par défaut il va installer la dernière version stable, mais vous pouvez par exemple préciser le nom de la version si celle-ci elle est plus ancienne, etc. Donc il y a aussi beaucoup de warns qui vont s'afficher ici, mais après c'est normal, c'est juste des dépendances qui sont plus maintenues. Donc voilà, je continue. Ici nous avons le ESLint rule. Donc en fait, ESLint, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous codez, il va y avoir des standards un peu à respecter. Donc par exemple, un des standards, ça va être ici, mettons que je fais plein d'espaces, normalement c'est pas correct, parce qu'il va vous dire le nombre d'espaces maximum autorisé, c'est 4 ou des choses comme ça. Donc si vous configurez votre IDE pour utiliser ces règles, normalement il va vous mettre une sorte de warning ou quelque chose disant que c'est pas bon. Donc ces règles, elles peuvent aussi être spécifiées ici en plus. Donc là par exemple, ce qu'il va dire c'est single quote égale true. Donc ça veut dire que ici normalement ceci ne devrait pas être bon parce qu'il autorise seulement les single quotes. Donc plutôt de la forme des tirets simples et non des guillemets. Donc il y a vraiment beaucoup de règles. Il n'y a pas de standard type en fait. Chacun dit à son standard. Par exemple Airbnb ils vont avoir un standard type, Google ils vont avoir un standard type, etc. Et donc c'est pour ça qu'ici je vais décider de ne pas utiliser de standard de règles, parce que j'ai pas envie de me forcer à suivre un truc particulier, et que je connais également un peu quelles sont les manières de faire. Donc par exemple l'idée c'est ici, vous pouvez voir que le code est indenté, donc ça c'est une bonne chose. Et un exemple mauvais, ce serait par exemple de faire plein de tabulations ici. Donc le code marchera aussi, mais c'est juste, c'est pas beau quoi. Quand vous regardez au code, vous vous dites mais pourquoi t'as fait ça? Tu pouvais juste le faire. Donc une manière, si jamais vous êtes pas sûr de l'indentation ou vous faites des choses un peu sales comme ça, c'est par exemple de sélectionner autant que possible et vous appuyez sur CTRL-ALT-L. Et normalement il vous indente. Mais étant donné qu'on n'est pas sur PyCharm, il ne va pas le faire. Enfin bref, il doit y avoir une commande ici qui permet d'indenter automatiquement. Donc sur PyCharm c'est CTRL-ALT-L, mais sur VS Code, vu que je ne suis pas non plus familier, vous pouvez juste... je vais retrouver la commande pour la prochaine vidéo. Bref, sur ce magnifique fail, on peut continuer. Donc ici vous avez Watchman config. Tout ce qui est config, vous y touchez pas. En fait, c'est ce qui va permettre Metro, Babel et Watchman de bundle votre application, de convertir votre application JS en Android et iOS, donc ce qui va permettre de faire que ça marche. Voilà. AppJSON, pas très utile, ça permet le nom de l'application notamment. LabTX, très utile. Donc comme vous pouvez voir, l'extension c'est TypeScript, donc ce qui correspond au langage de programmation. Et en fait, c'est vraiment là en fait où il y aura le corps de votre application. Donc ici, par exemple, il va y avoir celle qu'on a vue en premier avec le debug, read the docs, etc. ainsi que les styles.
Donc voilà, index également très important, c'est un peu le point d'entrée de votre application, puisqu'en fait, lorsque vous allez lancer votre application, il va directement regarder au index.js, et le index.js, là, il va lui dire, ok, lance le fichier app, donc le fichier application qu'on a vu ici. Donc l'index.js, vous le supprimez surtout pas, c'est très important également. Et finalement, package log et warn lock, cela va correspondre en fait la dernière fois. Par exemple, ici vous retrouvez les packages. Donc normalement, il y a un moment qui a dû s'installer. Bon, il n'est pas là, mais l'idée c'est que... ou alors j'arrive pas à le voir. Ah ok, c'est parce qu'il est newer. Voilà, parfait. Donc là, il a pris en compte qu'il y a bien un moment qui s'installait, c'est juste qu'il n'avait pas reload dans le disque. Bref. Mais l'idée, c'est que ça a bien été installé. Et enfin, vous avez tsconfig. Donc tsconfig, ça va correspondre à TypeScript config. Et ça va donner un peu comme les rules ici, mais ici, ça va être des rules de compilation. Donc ça va dire, par exemple, utiliser React Native, d'utiliser du JavaScript. Là, ça va être le langage du JavaScript, donc ES6. Et d'exclure, par exemple, node-module, tout ce qui est les configs, en fait. Donc ça permet un peu de résumer comment doit se comporter le TypeScript. Donc, une des premières choses qu'on va faire, avant toute chose, c'est d'utiliser Git. Donc Git, dans le cas où vous ne l'avez pas, je vous invite à l'installer. Donc vous tapez juste Git install sur Google ou DuckDuckGo comme moi, et vous suivez les instructions, vous l'installez. Donc normalement, une fois que vous avez bien tout fait, vous devez l'avoir ici. Donc si ça marche, vous avez... Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est on va checker le status. Donc ici, il nous dit, c'est pas un Git repository. Donc ce qu'on va faire, c'est on va en créer un, en appuyant sur la commande git init, et hop, vous voyez que tout est devenu vert. Donc en fait, qu'est-ce que Git? Git, ça va être ce qu'on appelle un version control system. Donc je ne sais pas exactement comment le traduire, mais c'est plus l'idée en fait qui va à chaque fois sauvegarder vos fichiers, et pour chaque modification que vous faites, il va en fait les sauvegarder en mémoire. Donc ce qui permet de revenir très facilement dans la timeline de ce qu'on a fait avant. Donc normalement, ici, vous avez les différents fichiers. Et en fait, vous voyez qu'ici, depuis que j'ai lancé Git, quelque chose est apparu. Donc, je peux voir la liste de tous les changes qui ont été faits. Et en fait, là, il va me dire qu'en fait, il a ajouté tous ces fichiers à Git. Donc, ce que je vais faire, c'est les stager. Et je vais créer un premier message. Donc, ici, first commit init repo. Donc, ça veut dire que j'ai fait mon premier commit avec Git pour initialiser la structure du répertoire. Voilà. Et donc si j'arrive ici, notamment, je peux voir en fait qu'il a modifié tous les fichiers. Il a pris en compte ceci. Et par exemple, si je fais une modification dans ce fichier, donc à la place de l'appeler ici, je vais mettre hello modification. Juste changer ceci. Modification for Git. Je vois qu'ici en fait ça a été modifié. Et donc lorsque je vais saver ce fichier, il va apparaître dans Git ici. Donc là je peux voir les différents changes que j'ai, notamment le package JSON avec le fameux moments qui a été enlevé puis supprimé parce que vu que j'avais sauvegardé. Et dans l'app également ici, je peux voir que j'ai bien modifié cette ligne-là en modification for Git. Donc ce que je peux faire, c'est les stages, c'est ce qui va les ajouter en fait à l'historique de Git. Et pour lorsque je veux les changer, juste à écrire un message. Donc modification of app. Et lorsque je commit, ici il a bien pris en compte cette modification. Alors pourquoi c'est important? Parce que lorsque vous faites un grand projet ou un très long projet, vous allez devoir modifier vos fichiers, vous allez devoir revenir dessus. Et en fait, Git va vous permettre de garder en histoire
tout ce que vous avez fait. Donc là, par exemple, je vais vraiment voir ici cette modification, je l'ai changée ici, ici que j'ai fait le premier repo, etc. Et donc l'un des avantages avec ça, c'est qu'on peut ensuite, copy community ID, on peut retourner à celle-là. Donc lorsque je vais faire par exemple un checkout, je ne sais plus exactement si c'est la commande checkout ou une autre, mais l'idée c'est que je peux retourner à cet instant-là où j'ai fait cette modification-là et donc retrouver ceci. Donc c'est très très utile et ça permet en fait d'éviter le cas où par exemple vous allez vouloir faire app et en fait vous allez si je fais hop, je vais faire paste et ça en fait évite le cas où on va être dans le cas où vous allez vouloir faire app et là vous l'avez appelé par exemple V2 puisque ça va être les modifications que vous allez faire, etc. Donc ça c'est quelque chose que je ne veux jamais voir, de renommer un fichier V2, etc. Ce que je veux voir c'est vraiment utiliser Git. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez ajouter quelque chose ou quelque chose comme ça, vous allez faire un nouveau change, vous le committez et l'ajoutez en fait à l'arbre de l'histoire. Donc voilà. Dans le cas où vous n'avez pas forcément la timeline ou outline, c'est peut-être lié également à vos extensions. Donc n'hésitez pas d'ajouter par exemple Git. Vous cherchez ici et vous pouvez ajouter autant d'extensions que vous le voulez. Donc Git History par exemple, qui permet de voir l'histoire de certains files, donc je vais ajouter tout de suite. Vous avez Git Lens, etc. Qui permet de vous aider plus facilement à utiliser Git. Je vais également l'installer. Et donc voilà. Donc une fois qu'on est bon, on a fait configurer tout ça, on a bien configuré notre IDE, on a configuré Git, on a TypeScript, on va pouvoir commencer à passer à la vraie phase, c'est-à-dire coder.